Et la guerre civile, c'est ce qui fait des morts. Alors évidemment, on imagine des gens dans la rue avec des fusils, des revolvers, des kalachnikovs, qui tirent sur d'autres gens, et des gens qui sont ensanglantés, morts dans la rue, etc. Bon, ça c'est une vision des choses. Je crois simplement qu'un jour, on découvrira que nombre des cancers, des maladies d'Alzheimer, des maladies de Parkinson, d'un certain nombre d'autres maladies, je parle des burn-out, je parle des suicides de paysans, suicides de policiers, de gendarmes, suicides d'un certain nombre de gens aussi, qui sont dépressifs, pour utiliser un mot qu'on mettra entre guillemets pour le coup, sont à mettre en relation avec la société dans laquelle nous vivons, et ça fait des morts. Simplement, comme on ne les comptabilise pas dans la logique de la mort d'un soldat qui combattrait pour une cause, effectivement, on préfère dire que quand même, il y a quand même beaucoup de cancers. Oui, d'accord, et alors, ça vient d'où les cancers? Pourquoi est-ce qu'on nous dit vous mangez plein de saloperies? Pourquoi est-ce qu'on nous dit il y a des perturbateurs endocriniens? Pourquoi est-ce qu'on nous dit attention, tel produit est extrêmement dangereux? Pourquoi est-ce qu'on nous dit Monsanto, les pesticides, etc. Mais on continue tout de même. Pourquoi est-ce qu'on dit il y a des intrants, c'est dangereux, mais moratoire, on verra dans 3 ou 4 ans ce qu'on va faire et on va essayer d'empêcher que ça continue? Je dis effectivement que c'est une guerre civile à bas bruit, si vous voulez, j'ajoute à bas bruit. Et les gilets jaunes, par rapport à ce phénomène de guerre civile? C'est le retour du refoulé maastrichtien. C'est-à-dire qu'il y a eu le traité de Maastricht, puis ensuite en 2005, les gens qui ont dit les Français, qui ont dit nous ne voulons pas de ce traité qui est trop libéral, nous voulons bien d'une Europe, mais nous souhaiterions qu'elle ne soit pas libérale. Après, on leur a dit en 2008, vous l'aurez quand même, cette Europe libérale. Et puis, les Français découvrent qu'effectivement, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est justement cette guerre civile, c'est l'augmentation des impôts et en même temps la disparition des services publics, c'est la disparition de l'intérêt général. Les gens paient des impôts et en même temps voient les écoles disparaître dans les campagnes, ils voient les hôpitaux fermés, les maternités fermées, les lignes de chemin de fer fermées. Et ils se disent, mais les postes, mais pourquoi paie-t-on des impôts? Et il y a juste un moment donné où on leur dit, il va falloir financer la taxe écologique, il va falloir donc payer plus cher votre essence, et des gens ne disent pas, on veut pas d'impôts, comme dit tous les maastrichtiens, droite et gauche confondus, ils ne disent pas, on veut pas payer d'impôts, et c'est pas une fronde anti-impôts, ce sont juste des gens qui disent, mais attendez, le 15 du mois, on ne peut déjà plus payer. Si vous nous demandez d'augmenter la facture d'essence de 15 ou de 20 euros par mois, on ne pourra pas. Ils ont juste dit ça. Donc c'était un retour de dignité, de demande de dignité. C'était un retour populaire de gens qui disaient mais ça fait des années que vous nous méprisez, que vous moquez de nos votes, que quand on vote et qu'on vous demande quelque chose, vous dites ça ira de toute façon à la poubelle, qu'on vous dit votez pour qui vous voudrez, mais de toute façon, au bout du compte, le prochain président de la République sera maastrichtien. Si vous votez pour des anti-maastrichtiens, ils sont fascistes, ils sont nazis, ils sont pétinistes, etc. Vous criminalisez nos votes, et ce sont des gens qui sont descendus dans la rue en disant on n'en peut plus. Et puis sur les ronds-points, ils ont retrouvé des gens qui pensaient la même chose qu'eux, et ils ont retrouvé le goût de la fraternité. Et si 1789 a été une révolution égalitaire, si mai 68 a été une révolution libertaire, je pense que les Gilets jaunes, c'est pour l'instant une révolution fraternitaire, si vous me permettez le mot. Parce qu'effectivement, on recrée un lien social à l'endroit où chez les gens qui, eux, sont des victimes de cette Europe libérale qui est forte avec les faibles et faible avec les forts. J'aimerais avoir votre position sur un débat qui est très clivant. Les forces de l'ordre se disent à bout de souffle, mobilisées en masse tous les week-ends. Selon l'association Femmes des forces de l'ordre en colère, on en est à 34 membres des forces de l'ordre qui se sont suicidés depuis le début de l'année. Le mal-être est énorme et ne s'explique pas par les seuls gilets jaunes, bien évidemment. Et dans le même temps, la réponse donnée par les autorités aux manifestations, elle est sévère. On l'a encore vu à Toulouse ce week-end pour l'acte 22. De nombreux manifestants ont été éborgnés au fil des semaines. On a une tension entre forces de l'ordre et manifestants qui s'est créée et qui a tendance à se renforcer. Cédric Cobert, secrétaire général de la CGT, a dit que la seule réponse de l'État est la violence mise en scène et orchestrée médiatiquement. Est-ce que pour vous, l'État joue une certaine stratégie de la tension dans laquelle, au final, policiers comme manifestants seraient perdants? Je crois effectivement qu'il faut faire avec les hommes et les humains. C'est-à-dire que j'ai, moi, des correspondances avec des gens qui veulent évidemment pas que je donne leur nom, mais qui sont des abonnés à ma chaîne de Web TV, et qui sont des policiers ou des gendarmes, et qui me parlent librement, puisqu'ils savent très bien que c'est je dirais, d'homme à homme. Et je découvre, effectivement, je le connais un peu, mais leur souffrance au quotidien, c'est-à-dire la brutalité
qualité du métier. Ce sont des gens qui sont des fonctionnaires qui veulent faire respecter un ordre républicain. Il est normal qu'un policier ou un gendarme puisse choisir une carrière dans laquelle on a envie de faire respecter l'ordre républicain. Et là, d'un seul coup, on ne leur demande pas de faire respecter l'ordre républicain, mais l'ordre des plus riches, l'ordre des plus aisés, l'ordre libéral, et surtout pas l'ordre républicain. République, c'est res publica, c'est la chose publique. Ça n'est pas la chose publique qu'on préserve en faisant descendre les polices et la police et l'armée dans la rue. C'est l'ordre maastrichtien. C'est l'ordre qui, justement, permet de faire du fric quand on en a déjà beaucoup et de rester pauvre et de s'appauvrir quand on est déjà pauvre. C'est la paupérisation. Et Marx avait raison là-dessus, c'est-à-dire des pauvres de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux, des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Marx lui disait naturellement ça générera la révolution, il avait là tort, c'est pas comme ça que ça se passe, mais on voit bien comment la chose se passe. Aujourd'hui, la police est aux ordres, non pas de la République, mais des gens qui maintiennent un pouvoir qui leur est doux et un pouvoir qui est dur aux faibles. Et donc, on voit bien effectivement que des gendarmes et des policiers n'ont pas envie de faire ce métier-là. Ils veulent bien faire régner l'ordre républicain, ils veulent bien empêcher que des gens mettent le feu à des bâtiments publics ou qu'on empêche les nuisibles de nuire. Mais d'un seul coup, des gens descendent dans la rue en disant on n'en peut plus, nos retraites sont ponctionnées, etc., etc. Ben, allez me tabasser ces gens-là. Il y a effectivement des gens qui ne peuvent pas supporter ça parce que ce sont des humains. À quoi on ajoute dans la police et dans la gendarmerie, un certain nombre de cinglés qui aiment la violence, qui aiment la brutalité. Moi, j'habite place de la Résistance à Caen, au 5e étage. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de voir des gens se battre, balancer des cocktails Molotov, balancer des grenades lacrymogènes, et de voir comment les choses se passent. Et on voit vraiment des bagnoles de flics qui arrivent, avec des flics qui descendent, avec l'envie d'en découdre, avec le plaisir d'en découdre. Parce que moi, je vois bien comment on pourrait gérer le problème autrement. Vous avez 3 types qui balancent 2 ou 3 barrières et qui, ça va, on n'a pas besoin de descendre à toute allure et puis de tabasser tout le monde, d'envoyer des gaz lacrymogènes, on n'est pas en guerre. Donc on peut juste, ce sont des gens qui sont les policiers ou les gendarmes qui sont aguerris, qui devraient pouvoir descendre, interpeller de voitures, interpeller ces gens, les calmer, etc., pas riposter tout de suite avec la violence. Donc je conçois très bien que le pouvoir, c'est-à-dire Macron, c'est-à-dire Castaner, c'est-à-dire Édouard Philippe, quoi qu'on en dise, avec son sourire de monsieur bien poli, et bien habillé, bien gominé, ces gens-là ont choisi la riposte violente et agressive. Et on comprend très bien que certains gendarmes et certains policiers n'y trouvent pas leur compte et rentrent chez eux malheureux, dans la souffrance, et que certains même puissent se suicider. Mais effectivement, il y a dans cette bande-là des gens très heureux qu'on puisse leur dire « allez-y, cognez, tabassez ». Et moi, je connais certains gilets jaunes qui m'ont raconté le détail de leurs interpellations à Caen. C'est d'une extrême brutalité, avec des gens qui s'en donnent à cœur joie. Donc effectivement, quand on dit à des gens « tabassez, vous aurez le pouvoir avec vous de toute façon, et ne vous inquiétez pas, on vous couvre », effectivement, il y a des bavures, et nombre de gilets jaunes font aujourd'hui les frais de ces bavures. Comme dans les manifestations aussi, du côté des gilets jaunes, on peut avoir aussi des casseurs qui viennent dans les manifestations pour détruire et casser. Moi, je ne crois pas. Je pense que les gilets jaunes ont été noyautés. On va en parler. Hein. Oui, et que finalement, à l'origine, vous voyez bien, ce sont des gens simples, modestes, qui disent juste on n'en peut plus, quoi. Et vous avez les Mélenchon, les Coquerel, la France Insoumise, qui à cette époque-là disent ce sont des fascistes, tout ça pue le populisme d'extrême droite, etc., etc. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, ça continue, ça cristallise, ça marche. Et on voit la France Insoumise se dire finalement ce qu'on n'a pas obtenu nous, c'est-à-dire la convergence des luttes, eux sont en train de l'obtenir, donc allons derrière eux et puis tâchons de noyauter le mouvement. Et évidemment, il ne faut pas aller voir Jacqueline Moreau, qui n'est pas du tout sur cette ligne-là, mais il faut plutôt aller voir sur des Drouet ou des gens comme ça qui sont tout à fait partants. Mélenchon se met à dire de Drouet qu'il est formidable, que de toute façon ça lui rappelle le nom d'un héros de la Révolution française. C'était quand même un délateur. C'est quand même le type qui a donné le nom de Louis XVI et qui a donné Louis XVI à la police. Si vraiment on n'a que ça comme héros à se mettre sous la dent, c'est-à-dire des délateurs ou des gens qui donnent des noms à la police, franchement, M. Mélenchon, on pourrait réfléchir avant de parler, mais enfin ça, ce serait plus Mélenchon si c'était le cas. Et il y a une espèce de récupération du mouvement par la gauche, l'extrême gauche, y compris la gauche du Parti socialiste, qui se dit « Ah, c'est très bien, si ça peut gêner Macron, si ça peut faire tomber un gouvernement, si ça peut générer une nouvelle élection législative, pourquoi pas ?» Et je vois bien que... Et puis en plus de ça, on instrumentalise la violence. Moi, j'ai quand même vu à BFM
devant mon écran, donc tout le monde pouvait le voir, y compris le ministre de l'Intérieur, le président de la République et le chef du gouvernement, qu'on a filmé longuement des gens qui étaient en train de dépaver l'avenue des Champs-Élysées. Vous ne me ferez pas croire que quand on dépave l'avenue des Champs-Élysées, c'est juste pour remettre des pavés neufs à la place. Si on enlève des pavés, c'est pour s'en servir, et si on s'en sert, c'est pour les envoyer sur la tête de la police ou de la gendarmerie, et ensuite c'est pour envoyer les pavés dans la vitrine. Ça veut dire qu'on laisse dépaver des gens dont on dit, j'espère qu'ils vont balancer ces pavés sur la police ensuite, sur la gendarmerie, sur les vitrines, et de fait, le lendemain, on a les journalistes de BFM devant une ou deux vitrines cassées en disant, vous avez vu, les gilets jaunes, c'est ça, etc. Donc il y a effectivement une instrumentalisation de la violence. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a des gens dans la police dont le métier consiste à effectivement se mêler aux casseurs pour casser eux-mêmes, pour faire dégénérer. C'est vieux comme le monde. Je n'ai pas de preuves. Je dis juste que c'est vieux comme le monde. Et ça m'étonnerait que ces pratiques aient cessé sous Macron et sous Castaner. Je n'en dis pas plus. Et je dis donc qu'effectivement, il y a une instrumentalisation de la violence, que quand effectivement il y a une attaque de l'Arc de Triomphe, on voit des images et on voit bien que ce sont des gens qui ont revêtu le gilet jaune. Mais est-ce que ça suffit de revêtir le gilet jaune pour se dire gilet jaune ? Moi, je ne crois pas. Ce que j'ai vu de ces images me montre qu'il y a des casseurs qu'on a laissé faire. On pouvait les filmer, on pouvait donc les intercepter. On ne les a pas interceptés. Je dis qu'en même temps, il y avait des gilets jaunes qui protégeaient la tombe du soldat inconnu. À cela, on ne les a pas vus. Il n'y a pas eu d'image. On n'a rien dit sur ce terrain-là. Donc je crois effectivement qu'il y a une instrumentalisation de la violence par le pouvoir d'État, que ce syndicaliste a raison de le dire, et qu'au début, il y a eu l'instrumentalisation par les médias, c'est-à-dire on les criminalise, homophobes, antisémites. Avec des paroles d'éditorialistes qui n'ont vraiment pas été tendres avec les Gilets jaunes. Ah oui. Plusieurs personnalités aussi, je pense notamment à Bernard-Henri Lévy, que vous connaissez très bien parce qu'il vous attaque souvent, Michel Onfray. L'establishment fait-il preuve de mépris de classe envers les Gilets jaunes ? Complètement, et ça a été formidable. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a vu comment fonctionnait la barricade et qui était de quel côté. Et ça a été formidable de tous les voir sortir, là, les Julie, les Libération, Geoffrin, BHL, Luc Ferry disant, bon, maintenant ça suffit, tirons-leur dessus. Enfin, des choses qui ont été terribles, quoi. Là, on a vraiment vu qui était qui. Et on a bien vu qu'effectivement, il y avait une collusion entre les médias, les intellectuels du système, les économistes, les éditorialistes, les banquiers, l'argent, la politique. Enfin, tous ces gens-là se sont retrouvés du même bord en disant « criminalisons-moi tout ce monde-là, tâchez de me trouver 2 ou 3 trucs où vous allez avoir un propos homophobe, un propos raciste, un propos antisémite, montez-moi tout ça en boucle et faites de telle sorte qu'on puisse dire « regardez, ils sont tous antisémites, ils sont tous homophobes, etc. » Quand il y a eu une messe célébrée sur un rond-point, personne n'a dit « ils sont tous cathos, ils sont tous bigots, ils sont tous pratiquants. » On n'en a pas parlé, d'ailleurs. Je crois que c'est l'évêque de Montauban, enfin, il y a un évêque qui a dû célébrer une messe, et l'athée que je suis dit, grâce soit rendue à cet évêque qui s'est trouvé du côté des Gilets jaunes. Alors là, on n'en a pas parlé. Parce qu'effectivement, les médias sont du côté de Maastricht depuis très longtemps. Vous le savez très bien, ici, je veux dire, dans ce média, où on criminalise quiconque ne pense pas dans l'ordre dominant, qui est l'ordre maastrichtien. Si vous ne défendez pas l'ordre maastrichtien, vous êtes un nazi, vous êtes un fasciste, vous êtes antisémite, vous êtes homophobe. Donc les Gilets jaunes y ont eu droit, ou pro-russes, voilà. Et les Gilets jaunes y ont eu droit, évidemment, et dès le départ. C'était pas très étonnant. Bien sûr, il y a des Black Blocs qui ont compris qu'il y avait intérêt à noyauter tout ce monde-là. Donc, bien sûr, il suffit juste d'être 10 gauchistes qui ont envie d'en découdre avec les forces de l'ordre et d'acheter 10 gilets jaunes. L'affaire à régler, vous cachez derrière le gilet jaune. Et moi, je ne pense pas que ce soit forcément des gilets jaunes qui... enfin, pourquoi pas, hein, ce sont peut-être des gilets jaunes, mais que ça n'est pas suffisant pour dire que tous les gilets jaunes pensent de cette manière-là. Moi, j'étais dès le départ pour une organisation. Ça me paraissait évident qu'on ne pouvait pas laisser partir tout ça dans tous les sens en disant on veut pas de responsable, on veut pas de porte-parole, on veut pas de... Ça, c'était dommage. Plus le temps passait, plus de toute façon ce refus de s'organiser faisait le jeu de Macron. Moins ça s'organisait. Pas se mettre d'accord. Non, parce qu'effectivement, il y a une espèce de culture bêtement de gauche, je dirais, qui consiste à dire on veut pas de chef. Mais si on veut pas de chef, on a d'autres chefs. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si on ne se donne pas à soi-même des maîtres,
eh bien, on se retrouve avec des maîtres qu'on n'aura pas choisis. C'est ça la grande leçon. Et là, ils se retrouvent avec des maîtres qui sont Mélenchon, qui sont Coquerel, qui sont Alexis Corbière, et qui sont la CGT, qui sont Martinez, et qui sont Nicolas Dupont-Aignan, qui sont Marine Le Pen, qui sont des gens qui, derrière, essaient de récupérer tout ça. Et je pense qu'ils perdent en même temps leur énergie et leur force, puis il y a des gens qui restent chez eux, en disant, mais moi je suis descendu dans la rue dès le départ, en novembre, en décembre, et il y avait un idéal, c'était formidable, maintenant on se fait taper dessus, on se retrouve avec la CGT, on se retrouve avec le PC, on se retrouve avec la France Insoumise, ou Marine Le Pen, ou Dupont-Aignan, c'est pas notre affaire, donc on rentre chez nous, puis on est déçus. Donc évidemment, quand on tape sur les gens, quand c'est récupéré, quand on risque de se faire assimiler justement à des casseurs, les gens persistent à penser la même chose, mais ils restent juste chez eux, parce que d'abord, il faut l'argent pour se déplacer. Les gens n'imaginent pas. Je veux dire, à Paris, quand on veut prendre un billet de train pour aller en province, ça pose aucun problème, on paye son billet de train, puis on va en TGV, si on a la chance d'être desservi par le TGV. Moi, j'habite en Normandie, il n'y a pas de TGV. Mais je veux dire, ces gens-là n'imaginent pas que quand on habite à Cherbourg ou à Caen, par exemple, moi j'habite à Caen, et qu'on est gilet jaune, on ne peut pas s'offrir en deuxième classe un billet de train pour aller à Paris, manifester, reprendre un billet de train pour rentrer à Caen. On peut le faire une fois, 2 fois, éventuellement. Il y a des gens qui affrètent des cars, et ça coûte moins cher. On trouve un voyage à 10 euros, 15 euros. Mais c'est quoi 10 ou 15 euros pour des gens qui sont smicards? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc vous le faites une fois, 2 fois. Mais si vous le faites 2 fois, que vous allez avec votre compagne ou votre compagnon, ça fait 20 euros, 40 euros dans un mois juste pour manifester, de se faire tirer dessus, de se faire envoyer des gaz lacrymogènes. Donc bien sûr qu'au fur et à mesure, plus de 20 semaines après, on peut constater, et je conteste, mais constater que la mobilisation est moins importante. Il y a une jouissance chez les journalistes le samedi soir en disant mobilisation moins importante. Ben oui, mais il faut une grosse bataille sur les chiffres. Mais même moi, je veux bien consentir aux chiffres du ministère de l'Intérieur et consentir au fait qu'effectivement il y a moins de gens, mais ça s'explique. Ça s'explique quand les gens se font taper dessus, se font gazer, perdent un œil, sont obligés de payer pour se déplacer, n'ont pas d'argent, s'entendent dire qu'ils sont de toute façon assimilés à des nazis, à des fascistes, etc., etc. Et à un moment donné, on se dit, mais ça produit aucun effet, on reste chez soi, quoi. On est désespéré, puis on reste chez soi. Mais ça ne veut pas dire que la colère a disparu. Franchement pour, on voit bien de toute façon que vous avez aujourd'hui le Front National qui arrive à 40% au deuxième tour des présidentielles et qui a 3, 4, 5 députés, je ne sais pas exactement combien le Rassemblement National. Voilà. Vous avez le Parti communiste qui est en train de peser, alors Marine Le Pen elle est 21% aux prochaines européennes. La République En Marche est à 22,5, le Rassemblement National est à un peu plus de 20, il me semble. C'est ça. Et vous avez, à côté, le Parti communiste qui est à 2,5% et qui a je ne sais combien de députés à l'Assemblée nationale. Il y a un moment donné où vous vous dites, attendez, c'est quoi cette représentation qui fait que la candidate qui est au second tour des présidentielles et qui ramasse 40% des suffrages sur son propre nom a une petite poignée de députés, pendant que des gens qui sont à 2,5% et qui ne sont même pas présents au deuxième tour, ou Mélenchon, qui n'était pas présent au second tour, se retrouvent avec, une vingtaine de députés. On se dit, il y a un truc qui ne va pas. D'abord, effectivement, la représentation nationale est fautive sur ce terrain-là. Et vous avez après une représentation sociologique. Vous vous dites, mais combien y a-t-il de gens pauvres, de gens modestes, de petits boulangers, de chauffeurs de taxi, de femmes de ménage, d'ouvriers, de chômeurs qui sont aujourd'hui députés ou sénateurs? Zéro, personne. Vous avez des profs à gauche, vous avez des fonctionnaires, vous avez des avocats, vous avez des notaires à droite, mais le petit peuple n'est pas représenté. Donc il ne l'est pas dans son vote, il ne l'est pas dans la sociologie. Et quand il est représenté et qu'il joue le jeu en disant, après tout, j'ai voté, j'ai été minoritaire, j'ai un député de ma circonscription, il est quoi? Il est maastrichtien globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et puis le jour où j'ai voté, parce qu'on m'a demandé à moi si j'étais d'accord pour le traité européen en 2005, j'ai dit non. On me dit, en 2008, vous l'aurez quand même, et on va demander à nos députés, à nos sénateurs, qui nous disent, oui, ils n'ont pas voulu, mais nous, on veut. Et donc, le traité de Lisbonne fait que vous aurez ce que vous avez refusé en 2005. Donc, il y a un moment donné où vous dites, mais j'ai pas de représentation sociologique, j'ai pas de représentation politique, j'ai pas de représentation numérique, je suis pas représenté. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'arrête de voter. Ça sert à rien de voter. On me demande mon avis, puis après, on le met à la poubelle. Donc, pourquoi irais-je voter pour des petits candidats qui ne seront pas représentés ou qui, s'ils sont représentés, feront de la figuration? Donc, il y a un moment donné où les gens disent, on va plus voter, ça ne nous intéresse plus, et puis, on en est là, quoi. C'est-à-dire une espèce de dépérissement de la politique politicienne, et on voit effectivement que les
que les gens qui sont censés représenter ne représentent pas, mais sont devenus une espèce de caste. Ce qui veut dire qu'il y a une démocratie dite représentative qui ne représente pas, et qu'une démocratie directe ne pourrait pas ne pas représenter, puisque ce seraient des gens qui diraient très précisément, sur ce sujet, nous avons décidé que... On a déjà décidé, enfin quand je dis on, c'est-à-dire les Maastrichtiens ont décidé qu'un certain nombre de sujets ne seraient pas soumis à appréciation populaire. Oui, le retour de l'ISF, par exemple, c'est hors de Voilà, question. Pour peine de Macron. mort, je suis contre la peine de mort. Avortement, je suis pour l'avortement. Mais enfin, je veux dire, si vraiment on a confiance, on dit ben oui, demandons au peuple ce qu'il en pense. Oui, parce que les opposants, en fait, au REC disent ça, disent mais vous vous rendez compte, demain on pourrait se retrouver de nouveau avec la peine de mort ou une interdiction de l'avortement. Quand on regarde les sondages, si demain il y avait un vote, la peine de mort pourrait revenir en France. Mais oui, pourquoi elle revient en France ? Parce qu'il n'y a pas de justice. Il y a un moment donné où si vous expliquez qu'il doit y avoir une justice, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de la peine de mort. Parce qu'effectivement, on punit les gens comme il faut les punir, on aide ceux qu'il faut aider, on réinsère ceux qu'il faut réinsérer. Vous avez une espèce de déliquescence de la justice aujourd'hui qui fait que vous avez des gens qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras et qui se retrouvent dans la rue à continuer à voler, etc. Parce que finalement, on les emprisonne pas, parce qu'il y a pas assez de place dans les prisons, etc. Après ça, on dit ce type, oui, il avait déjà violé quelques femmes, mais finalement, des psys ont fait savoir qu'il pouvait sortir et qu'il n'était pas dangereux. Oui, mais il a recommencé, etc. On se dit, il y a une faillite dans le système judiciaire. Donc, la réponse la plus courte, ça n'est pas la mienne, mais la réponse la plus courte, c'est de dire, si ces gens-là, on leur avait coupé la tête, ils n'auraient pas continué à violer. Eh bien, je pense qu'évidemment, c'est pas la bonne réponse, c'est pas la bonne solution. Mais je dis simplement que quand les gens veulent restaurer la peine de mort, ils ont tort, mais que si on essaie de comprendre pourquoi ils le veulent, ils ont des raisons. Et donc, qu'un débat se fasse sur la question de la peine de mort m'intéresse, parce qu'on pourrait dire à ce moment-là, mais si les gens veulent ça, alors qu'ils ont tort de vouloir ça, ils le veulent parce qu'il y a une justice qui ne va pas. Peut-on dire que la justice ne fonctionne pas ? On voit bien que la justice ne fonctionne pas. Regardez Cahuzac, il est médecin en Corse avec un bracelet, il n'a pas fait une seule seconde de prison, et puis tout se passe bien pour lui, il n'y a aucun problème. Vous dites, mais ce type, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, disait La Fontaine, bon, on est dedans. Et les gens disent, mais attendez, c'est pas comme ça que ça se passe quand on est modeste et qu'on a piqué dans un supermarché parce qu'on n'avait pas de quoi faire à manger aux enfants et qu'on a piqué un rôti. Là, il n'y a pas de problème, on va devant la justice et on paye. Donc effectivement, il y a un moment donné où quand on voit que la justice n'est pas juste, qu'elle est forte avec les faibles et faible avec les forts, eh bien on se dit, réglons les problèmes de manière expéditive, il n'y a qu'à couper la tête à tous ces gens-là, etc. Je le redis, je suis un abolitionniste et je me battrai pour que la peine de mort ne revienne pas, parce que je pense que c'est majeur, je suis très camusien sur ce sujet-là, mais je ne crains aucun sujet pourvu qu'il soit prétexte à débat. Et c'est la même chose avec l'avortement. Je suis pour l'avortement, simplement il n'y a pas de raison qu'on puisse justifier l'avortement quand il sert de contraception, alors que la contraception est libre. Il y a un moment donné où on se dit mais c'est pas possible que le nombre d'avortements ne diminue pas en France alors que la contraception est libre, qu'on trouve des préservatifs dans les lycées, que vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle pharmacie, que vous avez même des tirettes dans la rue qui font que vous pouvez même ne pas être vu en train d'acheter vos propres préservatifs si vous avez des craintes d'être vu ou reconnu, je sais pas quoi. Et on se dit mais pourquoi est-ce que c'est un acte de confort quand Simone Veil elle-même disait que l'IVG ne devait pas devenir un moyen de contraception. Donc vous dites, mais là aussi, c'est comme avec la peine de mort, il y a une faillite de l'éducation sexuelle, il y a une faillite des pratiques sexuelles, il y a une faillite de la pratique contraceptive pour qu'on en arrive à autant d'avortements. Donc oui, on ne touche pas à la peine de mort, oui, on ne touche pas à l'avortement, mais on peut penser les choses, juste pour dire, oui, mais la justice ne fonctionne pas bien, et par exemple, la politique du planning familial ne fonctionne pas bien. Tous ces partis veulent réformer l'Europe. Mais réformer l'Europe, on l'a beaucoup entendu. Je pense à Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, qui voulait réformer l'Europe. Il a plié, aujourd'hui il est même encensé par Bernard-Henri Lévy. Donc on voit le chemin parcouru. En Italie aussi, Matteo Salvini et Luigi Di Maio ne veulent pas sortir de l'Europe. En France, il y a deux petits partis qui demandent le Frexit, c'est François Asselineau et l'UPR, et les Patriotes de Florian Philippot. Eux, ils disent qu'il est impossible de changer l'Europe et que soit on la garde telle qu'elle est ou on en sort. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est le vrai sujet. Et que vous avez raison de dire que globalement, ils sont tous pour l'Europe maastrichtienne.
C'est-à-dire, ils disent, ils veulent changer l'Europe. C'est ça, c'est-à-dire, Mélenchon dit, moi, si je suis élu, je prends l'avion, je vais voir la chancelière Merkel, et puis je lui dis 2 ou 3 trucs, elle va obéir, et puis on va faire une autre Europe, et vous allez voir, tout va bien se passer. Non, ça se passerait pas comme ça. On a vu que ça s'est pas passé comme ça avec Sarko, que ça s'est pas passé comme ça avec Hollande, qui eux, de toute façon, ne voulaient pas, voulaient beaucoup moins que ça. Ils voulaient pas refaire les traités, mais ils voulaient juste aménager ou amender 2 ou 3 choses. Ils n'ont même pas obtenu ça. Tsipras, vous avez raison de prendre cet exemple. C'est formidable de voir ce type qui est arrivé avec un programme quasiment d'extrême gauche, qui a été élu, qui a dit « mais moi je ne prête pas serment sur la Bible et je viens sans cravate ». On a dit « oh, quel révolutionnaire, c'est formidable, vous vous rendez compte, il a le col ouvert, il refuse, formidable ». Ce type est élu. Et il fait quoi ? Rien. C'est-à-dire il aurait pu commencer par dire « bon, il n'y a pas de cadastre ». En Grèce, par exemple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de titre de propriété. Et on sait très bien que c'est l'Église orthodoxe qui est propriétaire de la majorité des terres là-bas. Donc évidemment, pas d'impôts. Alors évidemment, ils font de la charité, ils distribuent des soupes et ce genre de choses. Mais c'est pas la justice. La charité, c'est le contraire de la justice. Vous avez les armateurs, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens qui pourraient rapporter de l'argent dans la caisse, de sorte qu'on pourrait payer des retraites, qu'on pourrait payer des services publics, par exemple en Grèce, ça n'a pas été fait. Donc Tsipras, il aurait très bien pu avoir une cravate et prêter serment sur la Bible en disant, après tout, je ne crois pas en la Bible, mais je crois à ceux qui croient en la Bible et je respecte ce livre parce qu'un certain nombre de gens le respectent, ce que j'aurais pu faire, moi qui suis athée. C'est-à-dire vraiment jurer sur la Bible en disant, je sais que ce livre est sacré pour d'autres et parce qu'il est sacré pour d'autres, il l'est aussi pour moi. Non pas, il n'a pas un caractère sacré intrinsèquement, mais parce qu'il l'est pour certains. Il aurait très bien pu faire ça et puis après dire, bon ben voilà, on va commencer à faire des choses qui vont permettre au clergé orthodoxe de payer, aux armateurs de payer pour que le petit peuple grec ne soit pas dans la misère dans laquelle il se trouve. Il n'a rien fait de tout ça. Après ça, il a refait un vote en disant « bon, finalement, vous voulez bien que... » etc. J'ai dit « bah oui, on a voté pour toi, on a voté pour un projet. » Après, il refait un vote, mais je dis « mais c'est pour plaisanter, ça, ou quoi ?» Ce type, il a les pouvoirs pour faire des choses, et après, il redemande si on lui donne vraiment le pouvoir, puis, etc., etc. Et puis, il y a un moment donné où on le voit, effectivement, vous avez raison, faire un tas de choses qui lui méritent les éloges de BHL. Ça veut tout dire. Si BHL dit du bien de vous, c'est une catastrophe, vraiment. Aujourd'hui, c'est un marqueur. Quand BHL, Attali ou Ming disent du bien de vous, vous dites, j'ai dû faire une bêtise, dire une sottise. Eh bien, ce type aujourd'hui, alors je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'il y a eu des valises d'argent qui ont été distribuées, etc. Mais il se fait que vous avez là un personnage qui est devenu un membre actif de l'Europe maastrichtienne et qui effectivement continue la politique d'austérité. Et l'austérité, c'est toujours pour les mêmes. C'est-à-dire pas le clergé orthodoxe, c'est-à-dire pas les armateurs, mais les Grecs qui, au quotidien, souffrent de cette politique, et voilà. Mais ceci dit, on pourrait prendre le Danemark, on pourrait prendre l'Angleterre avec le Brexit, on pourrait prendre la France avec effectivement ce vote de 2005 qui a été détruit par le traité de Lisbonne en 2008. À chaque fois que les peuples disent qu'ils veulent sortir de l'Europe, l'Europe interdit la sortie. Alors ça prend des formes de tergiversation, comme avec le Brexit actuellement, ça prend des formes d'achat de gens. Allons-y, je mets achat entre guillemets, symbolique, réel, je n'en sais rien, toujours est-il que c'est quand même un revirement terrible, Tsipras, ou alors, effectivement, mépris total du choix souverain des peuples, par exemple en 2005. Eh bien, je pense qu'effectivement, et Philippot et Asselineau ont raison sur ce sujet-là, on ne peut pas continuer dans une Europe maastrichtienne qui interdit la souveraineté nationale. Si vous n'êtes pas souverain chez vous, ça marche pour un domicile. C'est-à-dire, si moi, chez moi, je ne suis pas souverain, moi j'habite dans un immeuble, et si d'un seul coup, je ne suis plus souverain chez moi, et que c'est l'immeuble tout entier qui décide de ce que je mange, de l'heure où je mange, de l'heure de mon lever, de l'heure de mon coucher, de qui je reçois, de quand je le reçois, de quelle manière je dois le recevoir, de combien de personnes je dois recevoir, pas tant que ça, pas plus que ça, pas moins que ça, ou je ne sais quoi, je suis plus libre chez moi. Eh bien, j'aime être libre chez moi. J'aime être souverain. Me lever à mon heure, me coucher à mon heure, manger ce que je veux, recevoir qui je veux, quand je veux, le temps que je veux. C'est la même chose avec un État. Si un État n'est pas souverain et doit demander l'autorisation aux autres États pour savoir ce qu'il peut faire en politique, en matière d'immigration, en matière de politique économique, en matière de politique de santé, en matière de politique d'éducation, ce genre de choses, eh bien, il n'est pas souverain. Tant que l'État français n'aura pas recouvré sa souveraineté, il ne pourra pas faire une autre politique que la politique maastrichtienne. Donc seuls sont crédibles les gens comme Philippot ou comme Asselineau qui effectivement disent le problème c'est ça. Et de fait, la question des Gilets jaunes, c'est ça. Les Gilets jaunes, c'est le retour du refoulé maastrichtien. Simplement, comme c'est un sujet tabou, on ne parle pas de ça. Il n'est pas question de parler ni de débattre sur ce sujet-là. Si vous êtes contre l'Europe maastrichtienne, vous êtes contre l'Europe tout court. Mais pas du tout, je suis contre l'Europe libérale.
Je suis pour l'Europe, mais on peut faire une Europe qui ne soit pas libérale, une Europe d'États souverains, une espèce de fédération. Pardon ? Celle de De Gaulle. Mais complètement. Vous avez complètement raison. Ou même les États-Unis. Vous avez des États souverains. Vous avez aux États-Unis des États dans lesquels il y a la peine de mort et des États dans lesquels il n'y a pas la peine de mort. Et donc, le système fédéral, mais pour moi plutôt proudhonien, qui ne fait pas fi de la nation et qui ne fait pas fi de l'État non plus. Je rappelle que Proudhon, dans ses derniers textes, Théorie de la propriété, je suis proudhonien, mais dans Théorie de la propriété, Proudhon défend l'État. C'est un anarchiste qui défend l'État comme une garantie des acquis libertaires. Donc je suis pour des positions comme ça, sur des positions chevènementistes. Ça fait que Jean-Pierre Chevènement est un ami, mais que Jean-Pierre me dit, alors il est très jacobin, je suis très girondin, il me dit, mais ça c'est pas important. Et quand on a des discussions là-dessus, il défend Robespierre, moi pas du tout, il me dit, mais ça c'est pas essentiel. Si, c'est la nation qui est essentielle, c'est pas les jacobins ou les girondins. Et là-dessus on est d'accord. Tant qu'il n'y aura pas effectivement de recouvrement de la souveraineté par la nation française, aucune autre politique ne sera possible que celle de Maastricht. C'est celle de Mitterrand depuis 83, ça a été celle de Chirac, ça a été celle de Sarkozy, ça a été celle de Hollande, c'est aujourd'hui celle de Macron, et ce sera assez probablement celle du prochain président de la République, puisque tout est fait pour opposer un candidat maastrichtien à Marine Le Pen, qui est présenté comme le diable incarné, en disant maintenant vous avez le choix entre Adolf Hitler et la liberté, qu'est-ce que vous choisissez ? Les gens marchent de moins en moins là-dessus. Il y en a de plus en plus qui ne vont pas voter en disant les dés sont pipés, j'y vais pas, j'y vais plus. Sauf qu'il y en a assez pour remettre Macron en place, et Macron, je vous le rappelle, a quand même été élu démocratiquement, mettons démocratiquement entre guillemets, et la prochaine fois qu'il va y avoir des élections au Parlement européen, il risque d'être lui aussi en tête et dira « j'en tire une légitimité que vous ne pourrez pas me contester ». C'est encore une transition parfaite, Michel Onfray, parce que c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le gouvernement il n'est pas en train de gagner sur tous les tableaux ? Parce que je m'explique. Selon les sondages, on l'a dit, La République En Marche fait toujours la course en tête pour les européennes, avec 22,5% des intentions de vote. Macron, il a un socle qui ne le lâche pas. Ses opposants sont très majoritaires, mais sont tous divisés. Je pense notamment aux forces dites souverainistes qui sont éclatées en plusieurs partis. Concernant le grand débat, Jérôme Fourquet, qui est le directeur d'opinion du département opinion publique à l'IFOP, il s'est intéressé pour Le Parisien à la sociologie des participants au grand débat. Il parle d'une France urbaine, favorisée et retraitée qui a participé. Et fait très intéressant, vous qui parliez beaucoup de Maastricht, il note que la carte des non-contributeurs correspond à celle du non à Maastricht. Donc tout ceci peut permettre au gouvernement de jouer la carte de la légitimité en disant possiblement je gagne les européennes, les citoyens ne veulent pas de telle ou telle mesure selon le résultat du grand débat, donc j'ai raison. Oui, vous avez raison. Il suffira aussi à Macron de dire, lors de son allocution, que finalement, il a demandé aux gens, les gens ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu, c'est leur affaire. N'avaient pas voulu répondre, voilà. Et comme les Gilets jaunes, enfin, je ne vais pas parler pour les Gilets jaunes et pour tous les Gilets jaunes, mais se sont dit majoritairement, ça va servir à rien du tout, puisque de toute façon, il a dit lui-même, parler, mais de toute façon, on ne changera pas de cap. Un président de la République qui dit on ne va pas changer de cap, et qui dit, dites-moi quand même ce que vous en pensez, si on est un peu intelligent, on ne va pas se déplacer. Un type qui dit, vous pouvez toujours parler, mais on ne va pas changer de cap. Bon, s'il ne change pas de cap, à quoi ça sert d'aller lui faire savoir ce à quoi on aspire ? D'autant que les modalités d'expression ne sont pas les modalités d'expression des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont souvent des gens modestes, qui ne savent pas forcément s'exprimer, prendre la parole en public, rédiger un mémorandum de 20 pages pour exprimer clairement ce à quoi ils aspirent. C'est pas facile quand on a été éjecté du système éducatif, quand on est issu d'une famille simple et modeste, quand on travaille comme un cinglé et qu'il faut, le soir on rentre, on est fatigué, on est abruti, et c'est plus facile de regarder Cyril Hanouna carter et qu'on ne se cultive pas. Ou que c'est difficile de dire je rentre dans une discipline démocratique qui supposerait que je me déplace, que je prenne la parole, que je m'exprime, que je formule moi-même ce à quoi j'aspire, etc. D'autant que si je m'exprime, on va mettre tout ça à la poubelle et que ça servira à rien. Donc effectivement, il y a aussi les dés étaient pipés dès le départ, et Macron l'a bien su. On ne fait pas semblant d'aller faire un tour de France pour dire je vais essayer de savoir ce que pense la France. Si on est président de la République, c'est qu'on sait ce que pense la France. C'est ce que disait le général de Gaulle. C'est-à-dire, on a un rapport intime à ce pays, à cette nation, à cette histoire. On sait ce qui est bon pour le peuple. On n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour savoir ce qui est bon pour le peuple. Le peuple, il veut de la dignité, il veut du pouvoir d'achat, il veut de la sécurité de l'emploi, il veut que ses enfants puissent aller à l'école, il veut pouvoir changer sa paire de lunettes, ou quand arrive l'heure d'avoir un appareil dentaire ou un appareil auditif, il veut avoir les moyens de se payer son appareil auditif ou son dentier parce qu'il a travaillé toute sa vie et qu'il voudrait bien aller chez le dentiste sans se dire est-ce que je vais pouvoir honorer la facture ?
Donc c'est pas bien compliqué, on n'a pas besoin de faire le tour de France en se disant mais il y a des gens qui gagnent des fortunes considérables en France, pendant que des gens qui travaillent dorment dans leur voiture. Il y a des salariés pauvres qui n'ont pas les moyens de s'offrir un loyer et qui dorment dans leur voiture. Moi, je ne suis pas président de la République, mais je n'aurais pas besoin d'aller faire un tour de France pour aller demander aux gens ce qui est leur préoccupation. De dire, remplissez des cahiers de doléances, j'aimerais bien savoir quels sont vos souhaits et vos aspirations. Mais on n'a pas besoin, quand on est un chef de l'État et qu'on sait ce qu'est la nation, ce qu'est le peuple, ce qu'est la France, on sait ce qui est bon pour elle. On n'a pas besoin de faire une espèce de faux sondage en se disant, de toute façon, j'étais placé par les Maastrichtiens, je suis là pour faire la politique de Maastricht, et vous pouvez dire ce que vous voulez. La politique que je mènerai après la consultation, ce sera la politique maastrichtienne.